rapidité et l'efficacité des FDS dans la réponse aux menaces et enfin pour renforcer les liens de confiance et de fraternité entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Environ 10 ans de présence du Cap Sahel Niger marquée par une évolution de la mission d'ensemble qui vise le retour de la paix au Niger. Il faut alors définir de nouvelles orientations en vue d'améliorer davantage les résultats dans les opérations de sécurisation des populations. Dans ce moment où les efforts pour un sursaut politique, civil et sécuritaire s'intensifient, expression d'une volonté politique des autorités du Niger, la définition du concept et la doctrine des forces mobiles afin d'anticiper, organiser et coordonner leur montée en puissance est très importante. Et nous voudrons saluer cette volonté politique et vous assurer de notre soutien pour continuer tant pour approfondir cette réflexion, mais aussi pour soutenir sa mise en œuvre avec des moyens concrets, comme nous le faisons, n'est-ce pas, depuis 2018. Rappelons que dans son adresse, le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mamadou, a transmis les appréciations des autorités nigériennes au plus haut sommet. Un motif d'encouragement aux yeux de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Niger. Dans le cadre de la promotion de l'accès à l'électricité des Nigériens, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, a présidé ce matin à Niamey la deuxième réunion du cadre de concertation du secteur de l'énergie. Elle réunit les partenaires au développement, les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux des entités sous tutelle. Compte rendu Abdelaziz Issaka, Yazirabou. Cette réunion du cadre de concertation du secteur de l'énergie met face à face les acteurs du secteur ainsi qu'elle les met face aux défis de l'accès à l'électricité des Nigériens. Un des importants leviers sur lesquels les autorités du Niger entendent agir pour le développement du pays. Nous devons le dire dans les termes appropriés. Nous sommes en situation de pauvreté énergétique et nous sommes déterminés à en sortir en augmentant significativement et rapidement le taux de l'accès à l'électricité pour les consommateurs actuels et futurs et pour les besoins actuels et futurs de notre économie, comme prévu par le gouvernement à travers la stratégie nationale d'accès à l'électricité. Ce cadre constitue un instrument de promotion et de renforcement du partenariat prolifique qui favorise les résultats encourageants jusqu'ici enregistrés. Au cours de cette réunion, il est donné l'opportunité à tous les acteurs de mener des réflexions et de trouver des solutions aux défis de la mise en œuvre des projets de développement dans le secteur de l'énergie. C'est notre responsabilité à toutes et à tous de créer les conditions objectives pour que le projet se réalise à temps, dans les règles de l'art, au maximum de l'efficacité possible et dans le respect des normes socio-environnementales. Ce secteur est déterminant pour le développement de notre pays et nous en sommes tous d'accord. Au demeurant, chaque pays doit être capable d'assurer totalement et permanemment la couverture intégrale de ses besoins énergétiques. Ce n'est pas une option, c'est un chemin obligatoire par lequel passe le développement économique et social des nations. Créé en septembre 2019, ce cadre dit de concertation des acteurs du secteur de l'énergie connaît à travers cette réunion sa deuxième rencontre. Une initiative que le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, ambitionne pérenniser pour un meilleur essor du secteur. Lancement officiel de distribution de riz aux couches vulnérables de la ville de Maradi, un don de la Fondation Nour de la première dame Hadiza Bazoum qui s'est déroulé sous la supervision des autorités régionales. Compte rendu Asma Tijani et Nassir Nakakli. C'est environ 200 personnes qui sont concernées par ce don de la première dame Hadja Hadiza Mabrouk à travers sa fondation Nour. Ce don composé essentiellement de riz est destiné aux couches vulnérables, notamment les non-voyants, les handicapés locomoteurs, les lépreux et les orphelins de la ville de Maradi, afin de leur permettre de fêter dans des conditions décentes. Le conseiller Ali Damalin a dans son allocution réitéré l'engagement ferme de la première dame à accompagner sans relâche cette frange de la population à travers
travers les diverses activités que Nour ambitionne de mettre en œuvre à Maradi. Toute chose qui n'a pas laissé indifférent le premier vice-président du conseil de ville de Maradi, Mohamed Lawali Issa. Il a, en lançant l'opération de distribution, remercié la première dame pour cette noble initiative qui coïncide avec les préparatifs de la fête de Tabaski. Pour joindre l'utile à l'agréable, un mini-championnat de lutte traditionnelle a été organisé. Il a opposé 4 lutteurs de la région de Maradi à 4 autres lutteurs des régions de Zender, Difa, Niamey et Dosso, mais aussi les anciens lutteurs Omar Bindegaou de Maradi et Lamine Medaba d'Agadez. Au bout des différents combats qui ont égayé le public, Omar Bindegaou a reçu une enveloppe de 125 000 francs CFA, Lamine Medaba 100 000 francs. Les 4 lutteurs qui ont été terrassés ont reçu chacun une enveloppe de 70 000 francs. C'est Aïbou Hassan qui sort champion avec une enveloppe de 180 000 francs CFA, le vice-champion Amine Ibrahim de Niamey avec un prix de 150 000 francs, le 3e et le 4e, tous de Zender, ont reçu respectivement 100 000 et 90 000 francs. Ces différents dons octroyés par la Fondation Nour vont permettre aux lutteurs d'acquérir leurs moutons de Tabaski en toute quiétude. La mission des conseils spéciaux du président de la République poursuit leur mission à l'intérieur du pays. Ils étaient hier matin dans la région de Tillabéri où elle a eu une séance de travail avec les autorités régionales, départementales et communales. Le point avec Abdoulaye Soumana et Moussa Nouma. Il est donc établi comme tradition pour les autorités de la 7e République d'élaborer et mettre en œuvre chaque année un plan d'urgence afin de soutenir les populations vulnérables. Cette année aussi, le gouvernement a anticipé ces opérations afin de mettre à l'abri les populations. Cette mission des conseils spéciaux du président de la République, chef de l'État, qui sillonne notre pays, vise à faire le point de la mise en œuvre des différentes opérations. C'est dans le cadre du suivi de toutes les activités qui sont en lien avec la campagne agricole et la sécurité alimentaire. Les échanges issus des différentes présentations ont permis d'édifier Zakari Oumarou et Moutari Souley sur la mise en œuvre des activités et les difficultés rencontrées. Ils ont rendu hommage aux acteurs impliqués pour les résultats satisfaisants enregistrés. À Tillabéri, nous sommes satisfaits de tout ce que nous avons vu, nous avons eu comme information. Nous sommes aussi satisfaits du déroulement de toutes ces activités. La vente à prix modéré a été faite conformément à la note de cadrage. La distribution gratuite ciblée est en cours et les aliments pour bétail ont été placés en grande quantité et les semences aussi améliorées ont été placées à temps. J'avoue que nous sommes très contents parce que nous avons trouvé des messages de la population à l'endroit des autorités de ce pays, des messages de remerciement. Malgré la situation difficile que traverse la région, le recouvrement est satisfaisant. Le secrétaire général de la région, le secrétaire général de la préfecture et le maire de la commune urbaine de Tillabéri ont exprimé toute leur satisfaction aux autorités de la 7e République et aux partenaires du Niger pour toutes ces opérations menées pour le seul bonheur des laborieuses populations. Installation officielle à Tillabéri hier après-midi du comité régional chargé de l'organisation de la fête de l'arbre prévue le 3 août prochain dans la région. La cérémonie a été placée sous la présidence du secrétaire général de la région, Salamotou Oumarou Meiga Moussonoma. C'est le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tillabéri qui a présidé la cérémonie d'installation officielle du comité d'organisation de la fête nationale de l'arbre édition 2022. Et c'est l'arrêté 044 MELCD-SG du 16 mars 2022 qui définit les modalités de création, attribution, composition et fonctionnement de ce comité. Le comité, une fois mis en place, aura la charge de la parfaite organisation de la fête nationale de l'arbre édition 2022 que la région de Tillabéri a l'honneur d'accueillir le 3 août prochain. Pour le directeur régional de l'environnement, colonel Issouf Magaji, ce comité composé de 10 sous-commissions aura pour mission faire des propositions de sites de plantation, tenir des réunions d'organisation de la fête de l'arbre, identifier les sources de financement, mobiliser les fonds, mettre en place une bonne méthodologie pour l'accueil des étrangers et le bon déroulement des activités et tirer les leçons des événements passés.
avec pour président le gouverneur de la région. Le comité national chargé de l'organisation de la fête nationale de l'arbre Tillabéri 2022 a pour premier vice-président le président du conseil régional ou son représentant et comme deuxième vice-président le maire de la communauté urbaine de Tillabéri. Le directeur général de l'Agence de modernisation des villes du Niger a effectué une mission de travail de 72 heures dans la région d'Agadez. L'objectif de ce déplacement est de visiter les infrastructures de l'État et de rencontrer les autorités régionales. À Sadek Al-Gabit, Mohamed Ikhlas. Il a été question pour le directeur général de l'Agence de modernisation des villes du Niger, dans un premier temps, de procéder à des rencontres de prise de contact et d'échange avec les autorités régionales, municipales, coutumières ainsi que des responsables de l'université d'Agadez. Le DG de l'AMV Niger a en outre ratissé large à travers des visites terrain où une multitude d'infrastructures réalisées dans le cadre d'Agadez-Sokni et bien d'autres ont suscité une attention toute particulière de la part de celui-ci. Les voies sont tracées pour l'agence de modernisation des villes pour faire d'Agadez une autre capitale, d'un certain nombre de valeurs culturelles, mais je dirais aussi environnementales. Agadez a une particularité d'avoir du bâti fait sur la base des matériaux locaux. Il y a en tout cas ici de la ressource pour faire la promotion d'une ville durable. L'agence de modernisation sera à vos côtés pour accompagner la ville d'Agadez. Les autorités régionales et municipales ont tenu à saluer cette initiative de proximité et de renforcement de partenariat de l'AMV Niger. Nous avons eu en tout cas nos impressions de l'état des lieux dans lesquels se trouvaient en tout cas certains chantiers inachevés, en tout cas tout ce qui va à l'avenir contribuer à ce que la fête tournante soit d'une utilité importante dans notre région. La démarche elle est très très importante. Pour ce qui nous rassure, tout soit dans l'avenir fait de façon vraiment participative et inclusive. Nos villes ont besoin de plusieurs expertises et c'est cette opportunité que nous avons aujourd'hui avec les DG en personne. Nous échangeons sur des problèmes qui sont concrets et sur place, nous avons souvent des ébauches de solutions. Les experts sont en train de prendre note et ensemble, les résultats vont permettre de créer des conditions de la vraie modernisation de nos villes. Cette démarche de l'AMV Niger permettra de poser les jalons d'une dynamique de modernisation de nos villes, de consolider les acquis sans oublier de corriger les lacunes en transformant les menaces en opportunités de façon concertée avec notamment l'université d'Agadez dans la perspective de la recherche, mais aussi la promotion de l'agriculture urbaine en zone aride au regard des nombreuses potentialités dont dispose la ville d'Agadez dans ce domaine. Actualité Hajj 2022. Le volet santé est l'un des maillons essentiels de l'organisation du Hajj. C'est pourquoi le COHO n'a pas lésiné sur les moyens en dépêchant une équipe médicale intersainte en vue de prendre en charge la santé des pèlerins. C'est Kouberi Ibrahim, Lamine Issoufou. L'organisation du Hajj nécessite impérativement la mise en place d'une logistique qui prend en compte tous les aspects liés au Hajj. Et justement, l'un des maillons essentiels de cette logistique reste et demeure la santé. C'est pourquoi le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra, le COHO, a toujours accordé une priorité absolue à ce secteur avec la mise à disposition de moyens humains, matériels et financiers conséquents à la mission médicale pour une meilleure prise en charge effective et totale de tous les pèlerins nigériens en Arabie Saoudite. À cet effet, donc, le COHO a dépêché une mission médicale sur place en Terre Sainte dont nous parle ici le chef de mission, le docteur Mohamedou Garba, avant de donner des précisions sur la nature des prestations déjà effectuées. Nous sommes 12 agents de santé, dont 3 médecins, 2 spécialistes et un médecin généraliste. Et nous avons avec nous 9 infirmiers. Parmi même donc ces infirmiers, nous avons donc des infirmiers donc de métier, nous avons un agent d'hygiène et nous avons également donc un agent social. Nous avons créé 2 cliniques. Nous avons créé une clinique donc pour les femmes, mais une clinique également donc pour les hommes. Donc quand nous allons admettre
une patiente, ce sont du côté donc des dames, des agents de santé dames, que cette patiente donc sera prise en charge. Quand il s'agit donc d'un homme, il est pris donc du côté des hommes. Dans un premier temps, donc tout le monde s'est retrouvé au niveau donc de Koho de Médine, parce que les pèlerins passent d'abord à Médine avant de continuer sur la Mecque. Nous avons passé 6 jours ensemble. Le 7e jour, comme les pèlerins ont commencé donc à venir vers la Mecque, une équipe de 4 personnes constituée par un médecin et 3 infirmiers sont venus s'installer à la Mecque pour pouvoir prendre en charge les patients et les patientes. Et au 12e jour, toute l'équipe, comme les pèlerins ne passent plus donc par Médine, passent par Djeddah pour venir donc à la Mecque. Toute l'équipe, les autres membres de l'équipe donc se sont retrouvés à la Mecque, où nous avons continué donc à prendre en charge les différents pèlerins qui sont malades. Au total, nous avons traité de Médine à la Mecque 89 patients, dont je pense 49 hommes et 40 donc patientes, donc femmes. L'affection donc la plus courante, c'est le rhume. En deuxième position, nous avons donc les douleurs articulaires, parce que les gens ont réalisé des rites, ils ont marché, et parfois certains donc n'ont pas l'habitude donc de beaucoup marcher, donc ils sont revenus avec la fatigue, mais également avec des douleurs articulaires. Voilà de façon... Mais nous avons eu d'autres patients qui se sont présentés donc avec un paludisme donc qui est présumé. Certainement, ce sont des patientes qui étaient infectées donc à Niamey, mais qui sont, à cause donc de la fatigue, qui ont développé donc leur palu, qui a été donc prise en charge ici à ce niveau-là. Nous avons eu parmi donc les patients 2 qui ont été évacués, dont une patiente qui a eu un accident donc de la voie publique, un traumatisme donc au niveau de la rotule à droite, qui a été évacuée et prise en charge au niveau d'un hôpital au niveau donc de Médine. Et nous avons également eu un patient qui est diabétique donc connu, qui malheureusement donc s'est retrouvé avec 4 grammes de glycémie, que nous avons également donc évacué à partir donc dans un hôpital à la Mecque. Pour une meilleure prise en charge des pèlerins nigériens, la clinique de la mission médicale dispose de salles d'hospitalisation, de matériel rural, notamment des ambulances et accessoires pouvant faciliter éventuellement les évacuations sanitaires vers les grands hôpitaux d'Arabie Saoudite. Enfin, du point de vue produits pharmaceutiques, la clinique dispose d'une pharmacie bien achalandée. Nous sommes venus à la Mecque donc avec des produits. Comment nous avons pu faire l'ordonnance donc de ces produits, c'est que nous avons pris 3 rapports donc de 3 Hajj qui se sont succédés, et nous avons vu quelles sont les affections les plus courantes que les pèlerins peuvent présenter au niveau de ces dits à Médine et à la Mecque, et c'est en fonction de ça que nous avons fait la commande donc des produits. Alors nous avons des produits pour le rhume, pour les affections donc respiratoires. Nous avons également des produits pour les diabétiques, nous avons des produits pour les hypertendus, nous avons également donc des produits pour les patients qui vont se retrouver avec un paludisme, nous avons donc des antibiotiques pour ceux qui vont avoir une infection, nous avons également ceux qui vont avoir donc des traumatismes, nous avons des produits également pour eux, et nous avons certains produits pour les patients qui vont, parce que qui dit marche dit fatigue. Nous avons également donc des multivitamines, de la vitamine C que nous avons prévu pour ces patients-là. Voilà le reportage de cette édition. La Oumma islamique se prépare à célébrer la fête de Tabaski ou Aïd el-Kébir au Niger le samedi prochain. Dans le cadre des préparatifs, nous nous sommes intéressés à l'historique de cette fête ainsi qu'aux recommandations de la religion afin de bien accomplir le rituel. Suivez le reportage de Amadou Toujani Oumarou et Hassan Moussa. La fête de Tabaski ou Aïd el-Kébir s'annonce et la Oumma islamique s'apprête à accomplir ces rituels recommandés à tout musulman disposant les moyens. L'imam Abdul Malik nous relate les fondements et l'historique de cette fête. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait commencé la Tabaski à l'an 2
de l'Égypte, quoi. Donc voilà. Donc il n'a pas fait à la Mecque, donc c'est à Médine, à l'Inde. Donc voilà. Et l'histoire, comme on l'a évoqué, donc dans Surat As-Safat, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé rapidement, donc il dit que le prophète Abraham alayhi salatu wassalam, donc lorsqu'il dit à son fils Ismaël, moi je vis en rêvant que je suis en train de t'immoler. Qu'en penses-tu? Il dit que, oh mon père, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Et lorsqu'il jeta la tête de son fils Ismaël, le front contre la terre, Allah l'a appelé. Il a échangé Ismaël par rapport à un animal. Et cet animal-là, les Mufassirine, donc on appelle ceux qui font les tafsir, l'interprétation, disent que c'est un mouton. En quelque sorte, voilà, donc ça remonte du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. En effet, qui parle de tabaski parle forcément des bêtes à immoler. Ces dernières sont recommandées par ordre selon la valeur et les moyens du musulman. Aussi, la bête doit obligatoirement répondre à un certain nombre de critères. Il y a un certain nombre de critères par rapport à l'animal à immoler. D'abord, premièrement, donc rapidement, c'est le mouton. Les moutons, c'est à partir de 6 mois. Plus on peut l'immoler. Et après, donc, ça vient un bouc ou bien la chèvre. Le mouton ou bréville, donc là, je parle du couple, quoi. Donc ici, la chèvre ou bien le bouc. Et après, une vache ou bien un bœuf. Et après, là, c'est à partir de 10 ans. Ou bien le chameau, c'est à partir de 5 ans. Maintenant, les conditions physiques. Donc, il faut qu'il soit bien portant. Il n'est pas aveugle. Donc, il n'est pas maladif, palpable. Son état physique, on ne peut pas... Donc, un mouton maigri, donc où vraiment on peut, dès qu'on le voit physiquement, il ne peut pas tenir, ça on ne le fait pas. Au niveau des cornes, il faut bien inspecter pour voir qu'il a tous ses cornes de l'intégralité, mais aussi au niveau des yeux, même si c'est un qui est atteint, donc il n'est pas apte, mais aussi au niveau de la queue, il faut qu'elle soit dans son intégralité. Ainsi, pour bien accomplir ces rites, les musulmans doivent respecter certaines conditions quant à l'entretien de leurs bêtes avant le jour J. Ce qu'on cherche, comme Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué, il dit que Allah ne cherche pas d'abord la chair de ces moutons-là ou bien les sangs, mais c'est la foi en Allah qu'Allah cherche. Maintenant, laver le mouton ou bien quel que soit l'animal, à la recherche de quoi? Pour la beauté? Allah ne veut pas. D'autres disent qu'il n'y a pas de problème, et d'autres disent que non. Et leur question, c'est ceux qui sont contre le lavage, c'est qu'ils disent qu'il va perdre beaucoup de poils. Et donc, ça veut dire que cet animal-là, par conséquent, vous allez perdre de bonnes actions. C'est seulement en ce moment que le rituel peut être accepté selon les enseignements de la religion. Pour rappel, la fête de l'Aïd el-Kébir sera célébrée le samedi 9 juillet au Niger. Toujours dans le cadre des préparatifs de la fête de Tabaski, Abdelkader Nana Balkissa et Loli Ouseni de la station régionale de Zender se sont intéressés au prix et à la disponibilité des différents accessoires utilisés lors de cette fête de moutons. Reportage. La fête de l'Aïd el-Adha, c'est aussi tous ces accessoires, couteaux, machettes, casseroles de fabrication locale, fourneaux, bref, toute une armada qu'on utilise pour la préparation, la grillade et même la friture de la viande de Tabaski. Du coup, chez les confectionnaires de ces outils, les forgerons n'ont point de repli. On aiguise, on assemble, car actualité oblige, leur marché a le vent en poupe. Nous vendons ce couteau à 1000 francs. Il y a ceux de 750 francs. Le prix varie selon la taille et la qualité. On peut fabriquer 25 voire 30 couteaux par jour. Les plus recherchés en ce moment sont les couteaux de dépeçage et les petits couteaux. Chez les grossistes, les détaillants
et même les vendeurs ambulants de circonstances ont fait le plein des marchandises. Nous vendons en gros aux détaillants pour qu'ils puissent tirer leur épingle de jeu. J'exerce ce métier de façon temporaire à l'occasion de la fête pour tirer profit car ces outils sont très recherchés en ce moment. Dans les rues, autour des marchés, chacun se cherche un coin stratégique pour exposer sa marchandise dans l'espoir d'attirer plus de clientèle. Préparatif fête de Tabaski, toujours une de nos équipes de la région de Difa s'est intéressée au marché à bétail où les transactions vont bon train. Abdurrahman Boukari, Abdurrahman Majiri. En prélude à la fête de l'Aïd el-Adha que la Oumma islamique célébrera le samedi 9 juillet 2022, le marché à bétail de Difa connaît déjà une ambiance sans précédent autour des animaux en général et en particulier des moutons qui pullulent de partout. Acheteurs, vendeurs, intermédiaires et curieux, tous sont au rendez-vous afin que chacun tire son compte dans le calme et la sérénité. En effet, au cœur de ce marché, sous une chaleur accablante, les clients qui opèrent leur choix tapotent les animaux et se disputent les prix avec les intermédiaires. Des prix acceptables pour certains comparés à l'année précédente. Cette année, les moutons, ça va. Et le prix n'est pas si exorbitant. Donc, ça peut aller. Comme vous voyez, le nombre pléthore qu'il y en a dans le marché. Ah ouais, ça va marcher. Mon souhait, c'est que tout le monde ait de quoi faire ses rites, quoi. Pour les intermédiaires aussi, les prix sont en baisse cette année. En cause, l'offre est nettement supérieure à la demande. Le marché va un peu, mais ça a tendance à baisser cette année. L'année passée, un mouton qu'on vendait à 140, 20 000 et aujourd'hui on se retrouve à 80 000. J'ai amené 12 moutons, dont je n'ai vendu que le plus grand à 90 000. Vraiment, il y a une nette différence. Il y a une trop baisse, il y a trop de moutons. On s'est dit que vraiment on n'aura même pas à vendre une tête. Et que maintenant, plus ou moins, on a pu vendre 4 sur les 12. Mais à bas prix. La clientèle, elle est rare. Cette année, il y a plus de 100 000. 150 000 et il y a les moins 80 000, 85 000, dites ensuite de suite, jusqu'à pour 50 000. En somme, sur ce marché, les transactions vont bon train et les prix varient selon la taille, le poids, la robe et le niveau d'embonpoint de l'animal, particulièrement le mouton, très sollicité pour le sacrifice d'Abraham. Ainsi s'achève cette session d'information. Nous vous remercions de nous avoir prêté une oreille attentive.